Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue, je suis Marc, chocolatier du web et cofondateur d'Antistatique, une agence web à Lausanne et à Genève. Bonjour, je suis Guillaume, je suis boulanger du web et je suis directeur artistique de l'agence Antistatique. Vous allez me voir me balader un petit peu comme ça parce que j'ai du mal à tenir en place. Puis c'est aussi pour capter un peu les notes sur la présentation. On a fait un petit disclaimer au début. Le programme nous vend comme un track design et puis avec des termes assez techniques. C'est numéronyme sur le nom de la présentation. On se disait qu'on allait aussi attirer des gens des différents profils. Donc il n'y aura pas que du design, il y aura un petit peu de technique, mais ça restera très léger. Il n'y a qu'un slide où il y a du code. On fera aussi un peu de choses pour les débutants, comme le track l'annonçait. Et puis on ne pourra pas s'empêcher d'avoir des analogies ou des métaphores avec la bouffe. C'est pour ça que vous avez vu la salade pour les premiers qui sont arrivés. Des salades, on essaiera de ne pas trop vous en raconter. Voilà. Et puis, Marc n'était pas sur le programme officiel, mais voilà, vous avez 2 speakers pour le prix d'un. Donc, profitez-en. Donc en introduction, l'objectif c'est un peu de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on vous parle de I18N et L10N et qu'est-ce que ça veut dire. Alors on a la particularité de venir d'un pays voisin qui a 4 langues nationales. Je pense que vous n'êtes pas tous au courant, mais il y a le français, l'allemand, l'italien et le romanche, qui est parlé par une petite minorité au sud-est de la Suisse. Et puis, cette particularité fait que dans la plupart des projets d'applications ou de sites internet qu'on développe, ils sont multilangues. Et, donc on est extrêmement sensibilisé à ce point-là. Et puis, cette présentation était aussi un peu l'objectif de mettre à plat un peu tout ce qu'on doit penser avant d'entrer dans ce genre de projet. Alors voilà, on va commencer avec les numéronymes. Guillaume. L10N. Si je mets un point sur le 1, on peut presque lire Lyon. C'était pour ça qu'on avait commencé par cette définition. Ça veut dire localisation ou localization en anglais. C'est le fait de rendre le contenu disponible dans la culture des gens. Pourquoi 10 ? C'est le nombre de lettres qu'il y a entre le L et le N. Ça s'appelle un numéronyme. Peut-être certains d'entre vous étaient à la présentation de Véronique hier sur l'accessibilité. Donc vous connaissez peut-être le numéronyme A11Y. Donc c'est le fait de rendre les choses disponibles. Il y a un terme qui vient un peu avant dans les projets qui est le I18N. Donc c'est le même principe pour internationalisation. J'étais prêt à me planter en le prononçant. Si vous voulez faire l'exercice. Internationalisation. Non, ok. Voilà, c'est un peu plus long, mais c'est le même principe. Donc on voit bien qu'il y a 18 lettres entre le I et le N. Alors ça, c'est le fait de préparer les projets ou les applications à recevoir la localisation. Donc internationalisation, c'est prévoir, et le localisation, c'est faire, si on peut résumer ça assez simplement. Il y a des pages Wikipédia qui sont très détaillées sur le sujet. Le but, c'était pas de vous assommer avec tous ces termes. Dans le métier, on aime beaucoup les acronymes et puis les numéronymes. Le G11N, L12Y, c'est 2 autres numéronymes qui sont pas utilisés, qui sont utilisés par des entreprises spécifiques. G11N, il me semble que c'est IBM et Sun pour globalisation ou localisation. Voilà, on invente des mots. L12Y, c'est ça je vais me planter direct. Microsoft. Localizability. Puis HP, ils ne sont pas dans la tendance, ils font NLS pour Native Language Support ou National Language Support. Voilà. Voilà. Encore à moi. Culture. Culture au pluriel. C'est le mot qu'on a choisi pour vous dire, dans les applications, dans les sites, dans les projets, on veut essayer de rendre les gens à l'aise, qu'ils soient confortables dans les services qu'on propose.
et donc de s'adapter à leur culture. Et ce qu'on se demandait, c'est est-ce qu'on pouvait définir la culture d'une personne avec son territoire et avec sa langue. Pas au sens culturel, Jacques Lang du terme. Donc, des gens dans les normes ISO sont partis de ce principe-là en disant qu'on pouvait définir une culture à partir d'un territoire et d'une langue. Donc, si on parle pour le français, par exemple, donc vous avez sûrement déjà vu ces acronymes-là. Donc, on a FR pour définir la langue francophone. Ensuite, le type d'écriture. Alors, les lettres latines pour la langue française, ça paraît assez évident. Ce n'est pas le cas pour toutes les langues. En japonais, on a plusieurs façons d'écrire le japonais. Et du coup, on définit dans le code de cette culture la langue, la façon dont on écrit la langue. Et puis, en dernier, le territoire concerné par cette langue. Et puis, avec ce code, on a la possibilité de savoir à qui on s'adresse et quelle est la culture derrière cet acronyme. Alors, FR pour le français de France. Est-ce qu'on voit bien au fond de la salle? C'est trop petit. C'est marqué FR_FR égale French, entre parenthèses, France. Je ne vais pas lire les autres, c'est chiant. Donc on en a quand même 70 différents français. Pardon. Je t'interromps. Qui a assisté à la présentation de Gilles Demarty hier? Est-ce que vous avez remarqué qu'il a dit 70 et 90? C'est déjà une particularité de langage que Marc vient de commettre pour un public français francophone. 70. Donc il y a 70, pardon. Il y a beaucoup de Français différents ou de personnes dans des territoires différents qui parlent le français et qui ont potentiellement en fait des particularités. On va y arriver. Mais voilà, donc c'est aussi une prise de conscience de se dire les francophones ont des cultures aussi différentes. Et puis là, c'est l'exemple tout simplement tiré de la liste des cultures supportées par iOS dans les librairies qui fournissent. Donc il y en a peut-être même plus en fait. Mes notes, merci mes notes. Quand on nous a acceptés en tant que speaker, les gens de la conférence nous ont demandé d'essayer de réfléchir à un thème qui est un peu le fil rouge entre les différentes conférences sur ces 2 jours, qui était l'impact social et sociétal du web, et puis comment il changeait le monde. Alors avec ce thème, c'est assez parfait, parce qu'on se rend bien compte que les cultures, les langues, les pays... ça représente globalement le monde et les gens qui le composent. Et puis il y a vraiment une interaction entre toutes ces choses. A priori, c'est plus les sociétés qui influencent le web. Peut-être un exemple, ça va être quelqu'un qui va visiter un pays, qui va ramener des idées ou un bout de cette culture, et puis qui, dans ses prochains projets, va essayer d'intégrer toutes ces notions pour que les services, les applications, le contenu soient disponibles dans la culture des gens à qui on s'adresse ou à qui on veut s'adresser. Donc gardez ça aussi à l'esprit. C'est un peu un sujet bisounours. On voudrait tous vivre dans un monde, la tour de Babel, ou un monde un peu idéal où l'information est disponible tout le temps pour tout le monde. Et on y travaille. Donc on va passer à un exercice un peu pratique. Vous cherchez à manger des nouilles japonaises. Vous arrivez sur ce site. Est-ce que ce site est disponible dans une autre langue, à votre avis? En haut à droite, c'est une bonne piste. Effectivement, en haut à droite, il y a ce signe-là qui veut dire langue anglaise. Alors, c'est pas mal de renverser la situation quand on crée un site pour... nous autres francophones, on va mettre « choisissez la langue », mais si j'arrive même pas à lire « choisissez la langue », je ne vais pas pouvoir la changer. Donc j'espère qu'on est tous d'accord que c'est extrêmement important de pouvoir savoir à qui on s'adresse, et puis pour pouvoir servir la bonne culture au bon utilisateur. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour l'obtenir?
Je suis francophone, d'accord, mais est-ce que c'est plutôt les francophones de France ou les francophones du territoire helvétique? Alors j'ai des moyens de pouvoir savoir, connaître cette culture. Je vais vous montrer quelques exemples un peu dans ce sujet. De quoi est-ce que je dispose au moment où la personne charge sa fenêtre, charge son adresse dans son navigateur? Alors je peux me baser sur l'IP pour pouvoir savoir plus ou moins où elle est localisée. Dans les faits, ça ne marche pas vraiment. Si vous êtes sur un VPN, si vous êtes en déplacement, votre IP ne sera pas forcément géolocalisé comme il faut. J'ai la langue du navigateur. Moi, en l'occurrence, mon ordinateur est en anglais. Donc, ma langue du navigateur ne définit pas ma culture. Et j'ai le referrer, ça veut dire d'où je viens. Si je viens depuis google.ch, ben, potentiellement, ça veut dire que j'ai déjà fait la démarche d'aller sur le site de Google en Suisse. Et puis, ben, globalement, on peut automatiser toute cette détection. Dans les faits, on a pas mal de chances d'arriver faux. Et puis, il faut toujours laisser une porte de sortie aux gens pour qu'ils puissent rechanger leur culture s'ils décident que oui, ça ne leur dérange pas d'arriver sur un site où c'est écrit en allemand, ils arrivent à comprendre parce qu'ils ont besoin de l'information. Ce n'est pas un souci. Exercice pratique, donc. J'adore les aurores boréales. Donc, je décide de m'acheter un billet d'avion pour aller à Kittilä, au nord de la Finlande. Et puis, il y a une compagnie surtout qui va là-bas, c'est Finnair. Donc, je tape finnair.com et j'arrive là-dessus. Formidable. Tous les pays, j'imagine, dans lesquels les avions Finnair atterrissent sont affichés là-dessus. Je repère tout de suite mon petit plus, là, mon petit plus blanc sur fond rouge. Je clique dessus. Ah. Alors, j'ai bien des francs suisses. C'est super, mais c'est en allemand. Bon, j'ai l'habitude, qu'il y a un problème. Il y a le petit drapeau en haut, je reclique dessus, et là, j'ai un autre écran qui s'appelle le Global Splash Screen, qui me permet du coup de sélectionner mon pays, puis ma langue. Remarquez qu'il n'y a pas le romanche ni l'italien. Puis pour les pauvres Suisses-Italiens, je vais devoir aller sur le site italien et voir les prix en euros et puis devoir comparer. Bon, je clique sur Suisse-Français et j'arrive enfin sur le site de Finnair en français, avec la culture suisse. Je pouvais aussi taper finnair.ch. Donc ils ont acheté les noms de domaine avec les extensions de chaque pays dans lequel ils sont. Et là, j'étais redirigé directement sur la page en allemand, mais suisse. Évidemment, nous, on est curieux. On a fait des tests utilisateurs pour ce cas-là, en expliquant aux gens, vous voulez aller au nord de la Laponie, voilà. C'était assez surprenant et des gens changent directement dans l'URL le nom de la langue. C'est un réflexe, en fait. On a l'habitude de voir le nom de la langue qui apparaît dans l'URL, on voit EN, hop, on change en FR, et puis ça fonctionne des fois. Et puis on nous a aussi dit, non, mais moi, je ne vais jamais sur le site suisse parce que les prix sont plus hauts, donc je préfère aller sur un autre site. Un autre exemple, donc Finnair proposait uniquement les pays. Là, c'est un wireframe de ce qui se fait sur Facebook, où il propose aux gens en fait, d'abord de cibler par continent. Là, on voit que je n'ai pas le français suisse. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour l'interface de Facebook. Mais c'est aussi une bonne solution un peu de trier par continent. Et puis là, il y a une bonne pratique, c'est d'écrire le nom de la langue dans la langue. Évidemment. Il y a les recommandations de Nielsen qui disent si vous avez une trop longue liste, ça peut être intéressant d'écrire le nom de la langue et dans la langue dans laquelle on est connecté et dans la langue de la langue. Donc je vais écrire japonais, Japanese, et puis japonais en japonais. Des gens qui vont le chercher dans la liste, en fait, vont peut-être chercher sous IJ ou chercher à la fin. Autre particularité. Encore une particularité. On ne dit pas IJ, on dit J. Pardon. Je crois que c'est juste moi. Je suis là juste pour reprendre Marc, en fait. Merci. Une autre façon, si on a peu de langues, en fait, dans notre application, dans notre site, c'est simplement de les afficher toutes et puis de proposer aux gens de pouvoir changer. Si vous en avez plus, qu'est-ce qu'on met comme signe ou comme texte
pour faire comprendre aux gens qu'en cliquant là-dessus, ils vont pouvoir choisir les langues. Une terre, ça marche assez bien. Il y a des gens qui se sont posé la question, puis qui ont fait un concours pour sortir cette icône qui ressemble plus à traduire du japonais. Non, je ne sais pas. Si, Japonais. Du japonais au A. Au A. Au A d'antistatique. Voilà, donc il y a pas mal de gens qui se sont posé la question, et puis c'est un icône qui apparemment dans les tests fonctionne assez bien. Surtout, n'utilisez pas de drapeau, je pense que vous aviez compris. Le drapeau ne définit pas une langue. Donc maintenant qu'on sait à qui on s'adresse, on va regarder un petit peu, ça va devenir un petit peu plus léger, les particularités intéressantes entre ces différentes cultures. Donc Guillaume va nous parler des langues, pour commencer. On a beaucoup de langues dans le monde. Combien il y en a ? Plus de 7000 ? 7108, je crois, un truc comme ça. J'imagine que dans la salle, il y a des gens qui parlent un peu plus que le français. Une langue de plus que le français ? Peut-être. Ouais, j'imagine que c'est l'anglais. Ouais. Il y a de l'italien, un peu d'espagnol, un peu d'allemand. Cool. Est-ce qu'il y a des langues exotiques ? Pardon ? Hollandais. Est-ce qu'on a des gens qui lisent de droite à gauche ? Est-ce qu'il y a de l'arabe, par exemple ? Vous voyez, déjà, dans cette salle, il y a beaucoup de langues et de types d'écriture qui sont représentés. Russe ? Tu parles russe ? Cool. Dans toutes ces langues, il y a forcément des spécificités, et puis il y a des dialectes, il y a je ne veux pas les appeler des sous-langues, parce que ce serait moche de dire ça, trop tard. Mais voilà, il y a quand même pas mal de choses à considérer. Il y a des conventions d'écriture, ça on le verra un peu par la suite pour la représentation des chiffres, les principes d'écriture, la ponctuation, etc. Voilà. Je vais faire un point rapide sur la traduction. C'est probablement la chose à laquelle vous avez pensé en premier quand vous avez lu internationalisation ou localisation. Ouais, c'est facile, on prend une API de Google Translate et puis c'est terminé. Non, pas tant que ça. La traduction, c'est un vrai effort, c'est un vrai métier. Des spécificités, en plus, on n'en a pas que par langue, on en a par métier. Nous, on bosse pas mal avec l'immobilier. Pour eux, une promotion, c'est un bâtiment neuf. Pour la grande distribution, c'est juste une promo sur un produit. Donc là, déjà, on voit qu'il y a des différences. Pour moi, ça fait aussi partie de la traduction, ces éléments-là. On pense traduction, on pense souvent que texte, pas que. Si on prend l'exemple de la vidéo, la traduction, ça va être effectivement les titres, les sous-titres. Au passage, les sous-titres, c'est de l'accessibilité. Donc, même si vous voulez rendre votre vidéo disponible en anglais, sous-titrée en anglais parce qu'elle est en français, peut-être que vous voudrez aussi considérer avoir les sous-titres en français, ne serait-ce que pour les gens qui ont des déficiences, qui puissent suivre avec ces sous-titres. Dans des vidéos, on peut aussi traduire des images. Vous avez peut-être l'exemple en tête des films Pixar, où certaines scènes, les images 3D sont régénérées avec des traductions. Dans un site du texte, il y en a plein. Il y a l'interface, il y a des messages d'erreur, il y a des messages de confirmation. Ça aussi, c'est de la traduction. On a les légendes des images, on a les noms des fichiers. Il y a vraiment plein de choses à considérer. Et puis, c'est un poste très lourd dans les projets, qui est souvent négligé par les clients, où ils le feront plus tard, ou ils le feront faire à des étudiants. Il y a plein de solutions. Puis on peut aller très loin dans le côté précis des traductions. Voilà, le petit chat dit bien ce qu'il veut dire. Un autre aspect, on parlait du russe. Merci pour la transition. Ouais. En russe, c'est assez compliqué le pluriel. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est, mais je crois qu'il y en a 3, ou c'est un pluriel différent à partir de 3.
Donc voilà, c'est assez compliqué. En anglais aussi, on dit 0,25 mile, qu'on ne met pas au pluriel, parce qu'on dit un quart de 1 mile, ou 0,25 de 1 mile. Voilà. Et je crois que ce n'est pas la même chose en Australie. Enfin, bref. La pluralisation peut aussi passablement changer en fait, entre les différentes cultures. Et puis il fallait bien un peu de code à un moment donné. C'est pas vraiment du code en fait. Mais, c'est l'exemple d'un fichier de traduction où on prend en compte la pluralisation. On dit personne n'est connecté, il y a une personne connectée ou il y a X personnes connectées. Du coup, on gère dans la traduction la valeur du pluriel. Puis, du coup, pour le russe, ça ne marcherait pas. Ça. Il en faudrait 1 à partir de 3 à 5, et puis de 5 à plus. Et on ne parle même pas du négatif. C'est encore, le pluriel peut être différent selon les langues en négatif. Voilà. Et pluralisation, le mot existe. Il est employé dans le bon sens. Le mot suivant existe aussi, mais il est employé pas dans tellement le bon sens pour la présentation. Mais c'était aussi pour parler de ces cas-là. On considère aussi que ça fait partie des cultures. L'exemple qu'on a, c'est qu'on a plein de données sur les gens quand ils créent un compte, quand on les connaît un petit peu. Puis une manière de reconnaître et puis de dire qu'on a fait attention à ces cultures, c'est aussi d'adapter les messages. Et l'exemple qu'on a, je sais que une personne vient de s'inscrire sur le site, qu'elle a donné son genre, c'est une femme. Peut-être quand dans le message, ça va être marqué « je suis connecté », on va mettre « et eux ». Exemple simple, puis la personne, elle appréciera qu'on ait fait attention à ce détail. C'est le slide féministe de la présentation. Un autre sujet, le temps et l'espace. Donc pour chaque culture, on a des représentations différentes du temps et de l'espace. Peut-être ce qui représente le mieux ce chapitre, c'est les fuseaux horaires. Alors c'est vraiment pas logique. Je pense que on le subit en plus, donc on en a bien conscience. Mais il y a des fuseaux horaires qui respectent les frontières, d'autres pas. Vous avez des décalages de demi-heure. Et la Chine, par exemple, est sur le même fuseau horaire, toute la Chine. Alors que la Russie, même les États-Unis aussi, ils fractionnent le pays. C'est assez rigolo d'ailleurs de passer un fuseau horaire en voiture plutôt qu'en avion, c'est un peu bizarre. Voilà. Une autre particularité, le début de semaine. Bon, celui-là, c'est un classique. On vous a déjà demandé est-ce qu'on commence la semaine le lundi ou le dimanche. Ça dépend aussi de la culture. Puis une autre anecdote de Guillaume. Oui, particularité que je connais en Corée, peut-être que ça existe dans d'autres pays. Ils considèrent culturellement que quand le bébé vient au monde, il a déjà 1 an. Du coup, pour compter l'âge des gens, on ne compte pas à partir de 0, on compte à partir de 1. Puis ça, c'est valable que pour le calendrier solaire, parce qu'en Corée, ils utilisent aussi le calendrier lunaire. Là, il faut rajouter plus 2. Donc en l'occurrence, ici, j'ai 39 ans. En Corée, pour le calendrier solaire, j'aurai 40. Oh mon Dieu. Et puis, si c'est le calendrier lunaire, j'aurai 41. Ça arrive que dans les interfaces, on ait besoin de calculer et puis de présenter ça aux gens. On pourra penser aux services de santé, aux services d'assurance, de retraite, etc. etc. Tous ces calculs, ils sont importants. Voilà. Petite particularité coréenne, si d'autres gens connaissent des particularités dans leur culture, on veut bien les entendre par la suite. Merci. Mon slide préféré. Je vous laisse quelques secondes pour l'apprécier. Pourquoi on l'a mis déjà ? Ah oui, c'est le week-end, presque. Alors on se posait une question, si je vous dis on se voit le week-end prochain, est-ce que c'est ce samedi-dimanche ou celui d'après ? Qui pense que c'est dans quelques jours, le week-end prochain ? Même pas la moitié. Et donc, qui pense que c'est dans plus de 10 jours ?
Ouais, c'est... Ok. Bah, nous, on s'est dit que c'était quand même quelque chose de culturel. Pour moi, en tout cas, le week-end prochain, c'est pas le week-end qui vient, c'est le prochain week-end. Du coup, Le on s'est le amusé. week-end qui suit, Le week-end qui suit. Voilà. le week-end prochain. Exact. Non. On a juste prévu des jeux de mots pourris comme ça pour que vous continuiez d'apprécier Laurie. Donc, on l'a implémenté dans une librairie JavaScript qui s'occupe des manipulations de dates, qui permet de dire on donne une date, puis on dit dans combien de temps est-ce que c'est vous vous êtes connecté depuis 2 secondes, depuis 1 mois et 4 jours et 2 heures, ou le week-end prochain. Voilà. On pensait que c'était une particularité de la culture suisse francophone. Mais apparemment pas, en fait, c'est complètement mélangé. Bon, tant mieux. Guillaume, est-ce qu'on va se boire une bière à 5 heures? 5 heures pour une bière, c'est un peu tôt, non? Non, mais pas 5 heures du matin, en fait. 5 heures, pardon, oui, 17 heures. 17 heures, voilà. À 5 p.m. Exactement. Ah, exactement. Une autre particularité de la façon dont on dit ou on écrit les heures entre les différentes cultures. On parlait de time zone tout à l'heure. Il y a un autre truc, c'est le passage à l'heure d'été. On vient de le vivre il y a un week-end. Donc une petite pensée pour ceux qui avaient leur script de backup configuré à 1h30 du matin, dimanche matin passé, qui s'est sûrement exécuté 2 fois. Qui ne s'est pas exécuté lors du passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été. Au Chili, par exemple, ils ont décidé de changer la date. Donc, ils passent à l'heure d'été 1 mois après les autres pays autour. Et ça change. Comme les time zones, comme le passage à l'heure d'été, comme beaucoup de choses en lien avec la culture, peut changer avec les décisions politiques. Un autre classique, la façon dont on écrit les dates. Bon, ça, vous êtes tous au courant, j'étais un peu obligé de le mettre, mais c'est un peu évident. Et puis quelque chose d'un petit peu plus politique. Vous avez là, devant vous, dans un GIF animé, la carte du Bhoutan avec la Chine en dessus. Et il y a un bout de frontière qui est un peu disputé depuis pas mal d'années. Et Google Maps, selon la culture à laquelle vous vous connectez, affiche une frontière différente. Comme ça, tout le monde est content. Ce n'est pas le seul exemple. Donc, dans l'API de Google Maps, vous avez la possibilité de spécifier à quelle culture doivent s'adresser les cartes. Donc, la vision du monde, la représentation même des territoires, elle peut être différente selon la culture. Vous avez peut-être remarqué aux Jeux Olympiques de Rio qu'il y avait un nouvel acronyme de pays, ROT. Mais qu'est-ce que c'est? Donc c'est Refugee Olympic Team. Donc ils avaient cette année introduit, peut-être ça existait déjà en fait, mais en tout cas moi c'est la première fois que je le voyais. Ils ont choisi le drapeau olympique pour représenter cet acronyme-là. Puis ça permet de parler de la liste des pays. Donc il y a plusieurs normes ISO pour la liste des pays, parce qu'il y a des pays qui sont reconnus par l'ONU, puis il y a des pays qui sont reconnus par le CIO, le Comité international olympique, et ce n'est pas les mêmes, évidemment. On a travaillé il y a déjà quelques années pour un sport qui est la lutte. Presque aussi drôle que Laurie. Et dans la fédération de lutte, par exemple, ils reconnaissent des pays même avant le CIO. Ça, c'est des questions politiques. C'est juste qu'il y a le Kosovo, dans lequel il y a un grand bassin de lutteurs. Et traditionnellement, la lutte est importante là-bas. Et du coup, au moment où le pays n'était pas encore reconnu par l'ONU, il était déjà reconnu, ni par le CIO, il était déjà reconnu par la fédération de lutte. Donc ça, pour développer l'application et pour le petit drapeau, on ne peut même pas se baser sur une norme parce qu'il y a des spécificités vraiment liées à des aspects très politiques. Voilà, j'en ai fini avec le temps et l'espace. On va passer aux chiffres avec Guillaume. C'est toujours moi qui parle de chiffres et d'argent. 42, on l'a placé dans la présentation aussi, pour ceux qui aiment la référence. Un exemple aussi assez
évident, comme celui du format des dates, c'est le format des nombres. L'exemple ici, c'est le placement des milliers. Donc vous avez la locale à gauche et puis des valeurs à droite. Effectivement, en Suisse, c'est un apostrophe pour les milliers, et puis ils mettent un point pour les chiffres après la virgule. Après la virgule, un point. Okay. Nous, on fait vraiment une virgule pour les chiffres après la virgule. Aux États-Unis, c'est un autre format, et puis en Allemagne, ils ont aussi leur propre format. C'est pas très grave quand on est sur un site e-commerce, parce que le contexte nous aide à comprendre par rapport à la perception qu'on a de la valeur du produit, que l'iMac, il n'est pas à 12 340 $, mais bien à 1240. Ça peut être source de confusion pour des données un peu plus sensibles. On pense à la banque, on pense aux prêts hypothécaires, à l'immobilier, données financières, etc. etc. On est aussi dans la culture, on est aussi dans des types de métiers bien particuliers. Puisque je parle d'argent, je peux parler de devises. Ça fait aussi partie de ces sujets-là. On voit aussi qu'il y a des particularités. Alors en Suisse, ils mettent la devise avant, et en plus, ils ne respectent pas les codes typographiques. Bouh. Oui, le code typographique dit FR point après le chiffre, mais par culture et par usage, c'est CHF avant. Ça, il faut. Moi, je l'ai découvert aussi quand je suis arrivé là-bas. Nous, on met plutôt l'euro après. Les Allemands, ils sont plutôt d'accord avec nous. Aux États-Unis, on aime bien mettre le dollar avant. Puis j'ai déjà vu des contre-exemples. Amazon fait un peu comme il veut. Il met EUR avant le chiffre pour ces sites en euros, .de, .fr, .es. Par exemple. Voilà, ça aussi, ça participe à la compréhension, au fait que je me retrouve dans ce qui m'est affiché sur les écrans. Jean-Luc. Qu'est-ce que Jean-Luc fout dans les chiffres? N'importe quoi. L'exemple qu'on avait, c'était les codes postaux, zip code, NPA. Il y a plein de noms et d'abréviations pour le code postal. Et puis, les codes postaux, il y a différents formats. Nous, on en a 5. Il y a la Suède, ils en ont 5 aussi. Mais ils ont un espace dedans. En Suisse, c'est 4. Aux US, c'est 5, peut-être plus. Puis quand vous n'autorisez pas les espaces, c'est un peu comme les caractères spéciaux, vous créez potentiellement de la frustration, ou vous dites aux gens non, Jean-Luc, tu ne peux pas mettre un tiret entre Jean et Luc. Ce n'est pas un caractère qu'on a autorisé. Du coup, Jean-Luc, il ne trouve pas ça cool, parce que c'est comme ça que ses parents l'ont appelé et peut-être baptisé. Puis on génère une erreur, alors qu'en fait, il est dans son bon droit, ou le Suédois qui ne peut pas taper son code postal sur la boutique américaine sur laquelle il a vu un super vélo pour faire du vélo sous la neige, par exemple. Ou les prénoms à 2 caractères, très bon exemple. Ou les caractères vraiment spéciaux, les angström, le petit rond sur le A, tout ça. On a les mesures, bien évidemment. On n'a pas encore réussi à convertir tout le monde au système métrique. Il y a encore des gens qui résistent ou qui roulent à gauche. Ça n'a rien à voir avec les mesures, mais j'avais envie de le dire. On a les températures. Si je ne donne pas la bonne température à quelqu'un qui parle en degrés Fahrenheit, que je donne en Celsius, il va commencer à prendre peur ou à ne pas comprendre. Voilà, tout ça, c'est tout ce qui est conversion. Là aussi, c'est des problèmes de localisation et de culture. Ça aussi, c'est des choses assez évidentes. J'aime beaucoup ce mot-là. Je le préfère en anglais, mais miscellané existe aussi vraiment en français. Un style littéraire qui veut mélanger des petites choses sans rapport évident. Revient la salade. On aimait bien cette métaphore parce que la salade, on met des ingrédients de saison, mais des ingrédients locaux. Vous pouvez voir ça comme une entrée, comme un plat, vous pouvez voir ça comme un dessert ou comme un accompagnement. Donc ça correspondait assez bien. On a 3 petits exemples qui ne rentraient pas dans les autres catégories.
Le premier m'intéresse tout particulièrement et c'est plutôt à destination des designers. Forcément, on a plusieurs langues, on a plusieurs jeux de caractères, on a plusieurs sens de lecture. C'est souvent des contraintes qui viennent en début des projets et puis c'est souvent des contraintes que les designers prennent pas toujours en considération. Heureusement, il y a des développeurs qui arrivent derrière pour dire t'as peut-être oublié quelque chose ou c'est quoi la police de substitution ou comment je fais pour l'arabe, etc., etc. Quand vous avez ces contraintes à la base, choisissez des polices de caractères qui fonctionnent avec les caractères dont vous avez besoin. Merci Captain Obvious. La présentation, elle est dans une police de caractère qui s'appelle la Noto, qui est un projet de Google qui pèse 500 mégas. Donc, évidemment, on ne va pas charger ces 500 mégas sur le site. C'est juste que ça peut avoir une conséquence assez importante sur les projets. Puis si ce n'est pas d'une police dont vous avez besoin, mais plusieurs, assurez-vous qu'elles ont une cohérence. Et qu'elles ne vont pas impacter négativement l'expérience que les gens vont avoir sur le site ou dans l'application. Encore un miscellané. Aussi assez évident, l'interprétation des couleurs par culture. Traditionnellement, on considère qu'un élément qui est valide ou qui est correct ou une étape que j'ai passée, je vais pouvoir la mettre en vert. Il y a des cultures où le vert n'est pas perçu de la même manière, ou peut-être que si je fais un site pour une compagnie de théâtre, ils vont me dire non, mais le vert chez nous, par superstition, on n'en met jamais. Du coup, il va falloir trouver un autre moyen de renvoyer ce signal. Les icônes aussi, icônes, pictogrammes, sujet à interprétation par les cultures. Les gens aimeraient bien qu'il y ait un picto qui marche pour tout le monde, pour tout. Ça ne marche pas. Globalement, dans ce qu'on voit nous dans les tests, tout ce qu'on lit, le seul pictogramme qui est à peu près compris par tout le monde, c'est la loupe. On discute, je pense, chaque semaine du hamburger menu. Voilà. Même si j'adore faire des icônes, il faut être aussi méfiant par rapport à ça. C'est souvent dans le cadre des religions que certains signes peuvent être interprétés de manière, pas la manière à laquelle on avait pensé de prime abord. Dernière petite chose à part, on a des choses qu'on apprend au fil de l'eau, qui sont des fois très très locales, régionales, culturelles, voire même hyper régionales et ou drôles. Un exemple qu'on a très proche de Lausanne, c'est que dans l'immobilier, si je cherche un 2 pièces et demi, ça a un certain sens à Lausanne. Et puis dans la ville voisine qui est Genève, ils ne comptent pas de la même manière. Donc il faut le savoir. Ça arrive. Autre exemple, si j'ai une application qui sert à faire la liste des courses, et puis que j'ai une liste très longue de légumes, si j'habite dans le nord de la France, mon premier réflexe pour acheter des endives, ça va être de chercher chicon. Voilà. Il paraît qu'il y a une troisième dénomination qu'on n'est pas arrivé à trouver. Autre particularité, si je veux acheter de la salade, moi je vais acheter de la mâche en général. Du coup, je vais aller dans la liste à M. Puis mon premier réflexe, si je ne trouve pas la mâche, ça ne va pas être d'aller à la lettre D pour Doucette, ou ni même d'aller à la lettre R en Suisse pour Rampon. Encore des petites particularités qui ne sont pas dans les normes ISO, qui sont difficilement documentées, et puis qui font ces petites différences aussi dans la manière dont on travaille. La chocolatine, le pain au chocolat. Merci pour l'exemple. Voilà, c'est déjà le moment un petit peu de résumer. Ce qu'on avait envie de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il faut en tout cas partir sur aucun acquis. Vous connaissez potentiellement que votre propre culture comme il faut. À peu près comme il faut. À peu près comme il faut. Du coup, il faut rester un peu humble par rapport à ça et puis se baser sur les librairies qui existent, sur les systèmes qui ont été mis en place par des gens qui réfléchissent à tout ça, qui peuvent nous aider à formater les chiffres de la bonne manière. Ensuite, un autre élément, c'est la nation. Ce n'est pas la même chose que la culture, qui n'est pas la même chose que la langue.
C'est des concepts aussi qui sont mouvants. Le lieu géographique n'est pas un critère fiable. Les gens bougent et aimeraient bien pouvoir accéder aux sites de leur culture, même s'ils sont dans un autre environnement. Et puis, évidemment, utiliser des patterns de changement de langue, de global splash screen qui sont documentés par les gens qui font de la recherche et les tests utilisateurs là-dessus. Et puis, c'est une responsabilité de tous les membres de l'équipe dans le développement d'une application ou d'un site, autant les designers que les développeurs, que les concepteurs, rédacteurs, etc. testeurs. Et puis, pour nous, ça avait un lien avec le fil rouge. On va peut-être y revenir dans les questions, on verra. Voilà. Ce qui nous paraissait aussi important, on a déjà commencé à toucher ça avec le fait de féminiser certains mots, c'est aussi de reconnaître la culture des gens et puis de les respecter en leur proposant le contenu approprié. Voilà. Une licorne! C'est petit peut-être au fond, la licorne. Hein? Merci. Tu peux remettre le slide d'après? Marc a un petit challenge. Non, celui d'avant. Marc est presque à 1000 followers sur Twitter. Pas encore. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent bien aller suivre Marc? Donc, si c'est pas assez contrasté, c'est @zufrieden, ZUFRIENDEN, ça veut dire satisfait en allemand. Voilà. Si pendant le temps des questions-réponses ou ce matin vous arrivez à rendre Marc heureux, ce serait super sympa. Question? Pas de questions? Vous pouvez poser des questions en allemand, français, anglais, finnois. Si c'est le russe, Marie traduira. Non, pas du tout. Ah! Merci. Bonjour, comment t'appelles-tu? Que fais-tu? Je m'appelle Julien, je suis développeur. Bonjour Julien. Il y a beaucoup d'exemples d'un peu tout ce qui se passe dans la vraie vie. Tu parlais du splash screen sur Finnair de mémoire. En termes d'UX, j'ai pas l'impression que ce soit génial d'avoir un splash screen quand tu te connectes. Quelle solution? C'est de faire de l'autodétection avec juste le bouton de changement de langue ou... Alors, d'abord, j'ai pas mal critiqué cet exemple. Vraiment, parce que je déteste cette page. Puis en même temps, en mettant finnair.ch, eux, ils ont acheté vraiment ces extensions pour faire cette première redirection. C'est assez important quand j'achète un billet d'avion de savoir d'où je pars, dans quelle monnaie je vais payer mon billet. Du coup, je trouve que c'est pas une si mauvaise solution. Je pense que s'il y a moins de culture supportée, c'est intéressant de mettre la plus largement répandue selon leurs statistiques, et puis de mettre la possibilité aux gens de switcher. Mais là, je pense que, justement, si je mets Suisse-allemande, Suisse germanophone, ils vont me proposer les vols depuis Zurich. Il y a vraiment cet aspect. C'est pas que la langue de l'interface qui change, c'est vraiment aussi le contenu et les promotions qu'ils mettent en avant, etc. Donc là, il y a un intérêt quand même d'envoyer les gens vers cette page, à mon avis. Merci. Je regarde le compte de Marc si ça monte. Une autre question, s'il vous plaît. Bonjour, je m'appelle Guillaume, je suis développeur aussi. Bonjour. On a l'impression qu'il y a presque une infinité de choses sur lesquelles on peut... cela agit en fait. Mais il y a un moment où le temps manque et il faut faire des choix. Est-ce que ça vous arrive de devoir faire ces choix et comment vous le faites? Je ne sais pas comment répondre à ça.
Tu veux répondre, Marc? Tu veux m'aider? Je prends l'exemple de l'application de gestion de lutteurs. C'est une application à destination des fédérations nationales de tous les pays. Du coup, elle était évidemment localisée. On a fait le choix de limiter le nombre de cultures à ce qui était le plus représenté dans les différents pays. Donc l'application est en russe, en français, en anglais, en iranien, je crois aussi, en perse. Parce que c'était ce qui était le plus représenté. Donc oui, on n'avait pas été aussi loin que ce qu'on aurait pu si on avait eu un budget illimité. Je pense qu'il faut vraiment se baser sur les statistiques. Et puis, il faut aussi se dire une chose, les gens, ils ont l'habitude de subir. Je devrais peut-être pas dire ça, mais... Ouais, de s'adapter. Et puis, des fois, on est surpris, le niveau de frustration, il n'est pas si haut. Voilà. Et les gens aussi naviguent dans ce qu'ils connaissent. Il y a des gens qui parlent absolument pas anglais, qui vont jamais se retrouver sur le web anglophone. Ils vont jamais faire une recherche qui les emmène là-dessus. Voilà. Je sais pas si ça répond vraiment à la question. Si. Mais du coup, je vais monopoliser le micro. Quand on a un projet, on a déjà un petit peu géré ça, mais pas forcément à fond, on va dire. Est-ce que vous avez un peu d'expérience sur justement essayer d'améliorer cette gestion sur un truc existant, ou notamment, par exemple, je sais pas, gérer correctement les devises ou les nombres à virgule ou ce genre de choses, alors qu'on a juste géré la langue très grossièrement, on va dire? On a eu le cas avec un vendeur de diamants en ligne qui était très attaché au marché suisse uniquement et qui a voulu se développer un peu à l'international. On a eu à gérer ces problématiques-là. Lui voulait contrôler au maximum ce que voyaient les gens par pays. Il avait décidé que sa cible principale, c'était les pays des Dubaï, tout ça, évidemment les diamants. Et puis aussi le Maurice, ouais, parce qu'il vendait des perles noires. Et puis là-bas, ça intéressait les gens. Puis on a dû contrôler, essayer de gérer au mieux les devises de ces pays et la langue de ces territoires, les cultures. Et puis sans empêcher les gens de changer quand ils voulaient. Comme disait Marc, les gens bougent. C'est pas parce qu'ils habitent Maurice qu'ils vont pas se connecter des États-Unis pour acheter des perles noires qui vont se faire livrer pour leur prochain voyage à Paris. Donc, on propose des options dans l'interface. Tout ça, c'est aussi géré en back-end. Et puis, nous, on a discuté aussi avec ce client pour qu'il accepte de ne pas limiter les prix mauriciens à l'extension Maurice, etc., etc. Donc ça ouvre la porte au fait que les gens vont comparer les prix, comme ce fameux testeur qui ne voulait pas aller sur le site suisse pour les compagnies aériennes parce qu'il savait qu'on allait lui proposer des prix plus élevés que si c'était connecté depuis le Portugal, par exemple. Merci. Meilleure réponse? Encore une question? Et puis il y en a une devant là-bas et une là à gauche. Bonjour. Je me demandais si c'était possible de pousser le vice jusqu'à changer l'interface ou de customiser l'interface en fonction de la culture, et est-ce que ça pourrait avoir un intérêt? Alors oui, c'est possible. Tout est possible de toute façon. Facebook, par exemple, propose la langue Upside Down English. Je ne sais pas si vous l'avez essayé. Ça change un petit peu l'interface. Vous avez un peu de la peine à trouver les trucs. Oui, c'est possible. On peut se dire qu'une couleur ne convient pas à une culture et puis on change complètement. Vous parliez... Je pensais par exemple à les boutons plutôt à droite ou plutôt à gauche. Alors oui, ou le sens de la lecture, des choses comme ça. Alors évidemment, on n'en a pas parlé. Oui, le sens de lecture, évidemment, c'est lié à la culture. Et évidemment, il faut changer l'interface. Les boutons d'action seront inversés, les éléments du menu aussi, etc. Donc oui, il faut pouvoir changer l'interface si le budget le permet. Si l'audience est majoritairement lit de droite à gauche, il faut renverser l'interface, évidemment.
du temps pour une dernière question. Bonjour, j'aimerais savoir si vous conseillez des librairies ou des ressources, parce que vous avez effectivement balayé pas mal de problèmes. Effectivement, on peut s'y perdre, à mon sens, assez vite. Est-ce qu'il y a vraiment des points d'entrée absolument indispensables, donc soit une librairie ou des librairies, soit des sites de référence sur lesquels on peut s'appuyer pour avancer? C'est Marc qui va répondre à ça, mais comment t'appelles-tu ? Je m'appelle Géry. Bonjour Géry. Je sais qui tu es. Merci de nous avoir envoyé plein de gens en citant la conférence en plénière. Voilà, Marc peut répondre sur les librairies. Bon, ça va dépendre évidemment des langages. Le site, je dirais Stack Overflow. Voilà, pour des projets qu'on a fait en JavaScript, on a utilisé justement la librairie Moment.js pour la gestion de temps, enfin des cultures et du temps. Autrement, je sais que nous on travaille avec Symfony, on a l'internationalisation qui est intégrée dans le framework. Je sais pas, j'ai pas une réponse toute faite. Je pense qu'il y a énormément de librairies qui existent. Elles sont dans chaque langage un petit peu différentes. Et puis elles permettent de gérer a priori ces aspects-là de formatage et de gestion des langues. Oui, on finit avec... Ah, j'ai pas regardé. Marc, il est à combien sur Twitter ? Ça, c'est pour l'auto-promo. C'est assez simple. Le dernier slide, non, l'avant-dernier. C'est pas bien contrasté. 1810.io. Comment on fait du web ? On a fait du web. Le site est déjà en ligne, mais très minimaliste. Vous pouvez déjà y retrouver les slides de la présentation. Et puis si vous êtes motivé pour nous accompagner par la suite, vous pouvez laisser votre adresse email. On compte bien compléter ce site par des ressources, des articles, des liens, la bibliographie de la conférence en particulier. Le dernier slide, c'est les copyrights. J'ai pas mis les crédits pour le gif de Laurie. Désolé.